On pense souvent savoir c'est qu'est la propagande. Mais en réalité, l'histoire de ce mot est bien plus surprenante qu'on ne l'imagine. On va voir ensemble comment il a façonné notre monde, et c'est une histoire qui va bien au-delà des simples affiches de guerre ou des discours politiques. Alors, si on prononce le mot propagande, qu'est-ce qui nous vient à l'esprit? Spontanément, il y a de fortes chances que ce soit des images assez négatives qui tournent autour de la manipulation, du mensonge. Exactement. Mensonge, lavage de cerveau, gouvernement ennemi. Voilà le trio qui vient en tête. C'est l'image moderne en tout cas. Mais imaginez un instant que ce mot ait eu, à ses débuts, des origines bien plus respectables. Pour vraiment comprendre, il faut faire un petit voyage dans le temps, remonter jusqu'à la source. Et franchement, la découverte est assez surprenante. C'est assez fou, non? Le mot propagande a en fait été créé par le Vatican au XVIIe siècle. L'objectif à l'époque n'avait rien à voir avec la manipulation. Il s'agissait de propager la foi catholique. C'était donc un concept missionnaire, presque éducatif. On est vraiment à milieu de l'image qu'on en a maintenant. Bien sûr, la propagande ne va pas rester bien longtemps dans le giron de l'Église. Elle est sur le point de basculer sur la scène politique. Et là, elle va devenir un outil incroyablement puissant pour construire, pour forger les nations modernes. Prenons Tom Paine et son fameux pamphlet « Le sens commun ». Le vrai coup de génie, ce n'était pas seulement ses idées. Non, c'était la façon de les diffuser. Le texte était écrit dans un langage que tout le monde pouvait comprendre. Et surtout, il était lu à voix haute dans les tavernes, dans les cafés. Ça a complètement changé la donne. Un débat politique réservé à une élite est devenu une immense conversation nationale. Et c'est ça qui a uni les colonies. 500 000 exemplaires. Il faut se remettre dans le contexte des colonies américaines du XVIIIe siècle. C'est un chiffre absolument astronomique pour l'époque. C'est la démonstration parfaite qu'une idée, quand elle est bien diffusée, peut littéralement changer le cours de l'histoire. On assiste là en direct à la naissance de la propagande politique de masse. Et cette technique, elle perdure. Regardez ce tract américain datant de la guerre en Irak. C'est un cas d'école de propagande émotionnelle. On oppose nos enfants et vos enfants, la protection des uns contre la corruption des autres. L'idée, c'est de créer une connexion émotionnelle immédiate, de toucher à l'intime et de se présenter comme le seul garant d'un avenir sain pour la nation. On avance dans le temps et on arrive au XXe siècle. Et là, la propagande change complètement d'échelle. Elle s'industrialise, elle devient à la fois une arme de guerre et un outil marketing redoutable. Écoutez bien cette phrase de George Creel. C'était le patron de la propagande américaine pendant la Première Guerre mondiale. Il parle de « souder le peuple en une seule masse incandescente ». Ça fait froid dans le dos, non? On ne cherche plus seulement à influencer l'opinion publique. Là, l'ambition, c'est de la forger comme on forge du métal. La propagande est devenue une véritable industrie. De l'autre côté, les soviétiques, eux, avaient une approche très structurée, presque scientifique. Ils faisaient la distinction entre deux choses. D'un côté, l'agitation, des messages simples, directs, émotionnels, un slogan, une affiche, pour une action immédiate, et de l'autre, la propagande. Là, c'était un projet de longue haleine, pour construire patiemment une vision du monde complète, brique par brique. Puis vient la guerre froide. Et là, le champ de bataille se déplace. Il n'est plus seulement géographique, de l'autre côté du rideau de fer. Non, il devient psychologique. L'ennemi peut être dans nos têtes. La nouvelle cible, la cible ultime de la propagande, c'est l'esprit humain lui-même. C'est là qu'entre en scène un personnage fascinant, Edward Bernays. C'est le neveu de Freud, rien que ça. Et il a une idée de génie, si on peut dire. Il comprend que les techniques de propagande de guerre peuvent être retournées pour vendre des produits. C'est lui qui va inventer les relations publiques modernes. Son concept clé, l'ingénierie du consentement. L'idée, c'est de façonner les désirs du public de manière tellement subtile que les gens ont l'impression que ces désirs viennent d'eux-mêmes. Cette nouvelle peur, elle a même un nom, le menticide, le meurtre de l'esprit. C'est vraiment l'angoisse numéro 1 de la guerre froide. La crainte, ce n'est plus tant l'invasion militaire que cette subversion silencieuse, l'idée que l'ennemi pourrait reprogrammer les esprits et détruire la démocratie de l'intérieur, sans tirer un seul coup de feu. Et cette peur a été parfaitement capturée par un livre, puis un film, The Manchurian Candidate, ou Un crime dans la tête en français. La citation qu'on voit ici est terrible. Elle nous dit que voir des gens agir contre leurs propres intérêts, ce n'est pas juste du somnambulisme ou de la science-fiction. En politique, c'est quelque chose qu'on voit tous les jours. L'idée que la manipulation est une réalité banale, où des gens sont amenés à agir contre eux-mêmes sans même s'en rendre compte. Et ça nous amène directement à aujourd'hui. Bienvenue à l'ère numérique. L'ère où chacun d'entre nous est à la fois une cible et un diffuseur potentiel de propagande. Un monde où la vérité devient une denrée rare et où la frontière entre le vrai et le faux
n'a jamais été aussi flou. Pour décrire ce nouveau monde, il y a un mot parfait, inventé par le comédien Stephen Colbert, la truthiness. On pourrait traduire ça par verisimilitude. C'est la nouvelle règle du jeu. L'important, ce n'est plus de savoir si quelque chose est vrai, mais si ça a l'air vrai. C'est une vérité qui ne vient pas des faits, de la logique, mais des tripes. Et quand Colbert a prononcé cette phrase, en plein dîner des correspondants de la Maison-Blanche, juste en face du président, il a vraiment mis le doigt là où ça fait mal. Il a décrit un monde médiatique où l'assurance, le fait de parler avec ses tripes, a plus de valeur que les faits eux-mêmes. Dans ce contexte, des acteurs comme Wikileaks ont complètement rebattu les cartes de la guerre de l'information. Leur principe est simple, la transparence radicale, totale. En publiant des documents bruts, sans filtre, ils court-circuitent les médias traditionnels et donnent au public un accès direct aux sources. Évidemment, cette approche est loin de faire l'unanimité et elle soulève énormément de questions. Alors, voilà le parcours. De la papauté du XVIIe siècle jusqu'à notre ère numérique, on voit bien que la bataille pour les esprits n'a jamais vraiment cessé. Les outils ont changé, les méthodes se sont sophistiquées, mais l'objectif, au fond, reste le même. La question finale, celle qu'on doit tous se poser aujourd'hui dans ce flot constant d'informations, c'est comment fait-on pour distinguer la vérité de la propagande? Et peut-être plus important encore, est-ce qu'on en est toujours capable?